Bonjour à vous les décrypteurs, nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2026 et nous allons ensemble réfléchir aux différents types de possibles systèmes politiques pour notre beau continent, l'Afrique. Depuis les indépendances, on nous a vendu la démocratie, les élections libres, alternance et la séparation des pouvoirs. Mais des décennies après, qu'est-ce qu'il en reste? Un même mécanisme se répète. Le président part mais ne quitte pas vraiment la scène. Il choisit son héritier, verrouille le jeu et continue de gouverner à travers ce dernier. Bienvenue dans ce que nous appelons la ventriloquie politique. Tout d'abord, qu'est-ce que ce concept? Qu'est-ce que la ventriloquie politique? La ventriloquie, c'est l'art de faire croire que la voix vient d'ailleurs et qu'il existerait une possibilité de choisir entre des différents candidats. En Afrique de l'Ouest et centrale en particulier, le président sortant désigne un dauphin, réforme la constitution si besoin, élimine l'opposition par des moyens administratifs, juridiques et organise une élection truquée sans suspense. Résultat final, un nouveau visage mais la même mise sur les manettes. Souvent, c'est la crise si le dauphin arrive à s'émanciper. Et parfois, le président sortant se représente, ou pire, il installe son fils ou son frère. Mais la ventriloquie politique est reconnaissable par 4 points majeurs. Point 1. Le départ programmé. Actuellement au Bénin, Patrice Talon, après 2 mandats, doit quitter le pouvoir. Il pousse alors son ministre de l'économie, Romuald Wadani. La constitution béninoise ne valise que 2 candidats, vous l'aurez deviné, Wadani et un opposant modéré. Les principaux rivaux sont exclus. D'ailleurs, sur Facebook, les Béninois de la diaspora en rigolent et s'interrogent. Talon part, mais va-t-il vraiment partir? C'est la ventriloquie modèle. Le président sortant prête sa voix à un héritier sans rien lâcher de pouvoir réel. Point 2. L'héritier qui se rébelle. Pendant les élections au Sénégal en 2024, Macky Sall, le président sortant, désigne son premier ministre Amadou Ba comme dauphin. Mais Ba n'arrive pas à s'imposer. Il est battu par l'opposant Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko. Après l'élection, Sonko, devenu Premier ministre, accède au dossier et révèle une dette cachée de près de 7 milliards de dollars sous-évaluée. Quant au président sortant Macky Sall, qui est menacé de poursuite, il se réfugie derrière une candidature à l'ONU. La ventriloquie sénégalaise a échoué. Et le président sortant craint aujourd'hui la prison. Point 3. L'homme indispensable. Pendant les élections en Côte d'Ivoire en 2025, Alassane Ouattara, 83 ans, annonce un 4e mandat. Son dauphin, désigné Amadou Bon Coulibaly, décède suite de ses maladies. Face au vide soi-disant laissé, Alassane Ouattara se présente comme le seul garant de la stabilité. Sans moi, c'est le chaos. Et la justice ivoirienne écarte ses principaux rivaux, puis Ouattara nomme son frère cadet à la défense. La ventriloquie laisse place à la succession dynastique. Quant au peuple ivoirien, il oscille entre résignation et colère. Point 4. Le fils à papa. En avril 2026 au Cameroun, Paul Biya, 93 ans, au pouvoir depuis 44 ans, fait adopter une révision constitutionnelle rétablissant le poste de vice-président. Vous l'aurez deviné, le lendemain, il nomme son fils Franck Emmanuel Biya à ce poste, ainsi qu'à la défense. L'opposition camerounaise crie au coup d'état constitutionnel. Plus de ventriloquie, du pur dynastisme. Un fils sans expérience, sans légitimité. C'est un pari risqué et dangereux pour le pays.
Mais pourquoi cette peur? Pourquoi ces présidents s'accrochent-ils à un héritier? La réponse est simple, la prison. Ils ont vu les pères tomber. Abdelaziz en Mauritanie, Zuma en Afrique du Sud, Bachir au Soudan. Quand Sonko dévoile la dette cachée du Sénégal, il envoie un signal clair. Si vous avez mal gouverné, volé, corrompu et pillé vos pays et que vous partez sans héritier, alors, monsieur, vous risquerez la vindicte judiciaire. La ventriloquie, en ce sens, est une assurance vie. Le dauphin redevable ne révèle pas les magouilles du mentor. Sauf bien sûr s'il décide de jouer les patriotes pour asseoir sa propre légitimité. Mais cette stratégie peut être extrêmement risquée et dangereuse. Alors, quelle alternative? Face à l'échec de la démocratie libérale, plusieurs alternatives émergent. Exemple 1, nous avons le modèle chinois. Efficacisme, autoritaire et silence sur les droits. En revanche, en échange, vous, le peuple, vous aurez des infrastructures de haut de gamme et un pays hyper développé. Nous avons aussi le modèle russe. Démocratie souveraine, rhétorique souvent anti-occidentale et un pays développé. Nous avons aussi le retour aux sources. Les chefferies, Ubuntu, à palabre, utiles localement mais difficiles à généraliser. Nous avons aussi la démocratie décolonisée, des mouvements citoyens comme Y en a marre, ils renversent les régimes mais peinent à gouverner. Et puis, nous avons la maratocratie. Le concept de maratocratie est une notion philosophique et politique centrale chez le professeur et philosophe Franklin Nyamsi, qu'il oppose souvent à la démocratie libérale importée en Afrique. Qu'est-ce que la maratocratie? Pour le professeur Nyamsi, la maratocratie n'est pas une simple réminiscence historique, mais un projet politique de l'Afrique, pour l'Afrique contemporaine. Il y esquisse le paradigme endogène de la politique africaine contemporaine. C'est une tentative de fonder un nouveau modèle de gouvernance en se réappropriant des valeurs et des structures de pensée antérieures à la colonisation, incarnée par la loi égyptienne de Mahat. Qu'est-ce que Mahat? Pour comprendre la mahatocratie, il faut d'abord saisir la signification profonde de Mahat dans l'Égypte antique. Mahat est bien plus qu'une simple déesse. Elle personnifie l'ensemble des concepts fondamentaux qui régissaient l'univers et la société égyptienne. Mahat, c'est la vérité, la justice, l'ordre cosmique, l'équilibre, l'harmonie, la paix et la rectitude morale. Elle représente l'ordre parfait qui s'oppose à l'isfet, le chaos, l'injustice et la corruption. La mission première du pharaon était de faire régner Mahat sur la terre, c'est-à-dire de maintenir l'équilibre cosmique et social. Elle constituait ainsi le fondement du droit, de la morale et de la gouvernance, garantissant la stabilité et la longévité de la civilisation égyptienne. Voici donc la vision du professeur Nyamsi, de Mahat à la mahatocratie. En revisitant ce concept, le professeur Nyamsi en oppose une lecture moderne et politique. La mahatocratie est présentée comme un système politique propre à l'Afrique, distinct de la démocratie occidentale. L'objectif est de rompre avec la ventriloquie politique que nous analysions contre un système de valeurs fondamentales. Le concept est régulièrement résumé comme un système politique basé sur la vérité et la justice et la solidarité.
Certaines formulations élargissent ces piliers à la souveraineté. Un exemple concret se trouve dans le processus décisionnel symbolisé par l'arbre à palabre, présenté comme le berceau de la méritocratie. Cela renvoie à une méthode de gouvernance basée sur la délibération collective et le consensus plutôt que sur le simple vote majoritaire. Cette expression qui résume l'essence de la pensée politique du professeur Franklin Nyamsi s'oppose frontalement à la pensée politique exogène. Il est essentiel pour la saisie de décortiquer la signification de chaque terme. Prenons le terme paradigme. Pour le philosophe Thomas Kuhn, c'est un modèle ou une vision du monde qui sert de référence à une communauté scientifique. En politique, le thème désigne l'ensemble des croyances, valeurs et techniques partagées qui dictent la manière normale de faire de la politique à une époque donnée. Endogène, ce terme désigne ce qui prend sa source à l'intérieur d'un système. Appliqué à la politique, il s'oppose au modèle exogène, c'est-à-dire importé de l'extérieur comme la démocratie libérale occidentale ou le socialisme scientifique, et puise sa substance dans les réalités et traditions intellectuelles propres aux sociétés africaines. Politique africaine contemporaine, il ne s'agit pas d'une politique idéalisée et datée, mais bien des défis actuels du continent comme la quête de stabilité et de développement. Le professeur Nyamsi rejette une vision passéiste ou folklorique pour ancrer son modèle dans le contexte géopolitique du XXIe siècle. Assemblant ces éléments, l'expression désigne donc un nouveau modèle de référence pour l'action politique, un cadre théorique et pratique complètement différent des systèmes hérités de la colonisation ou de la France-Afrique. Il s'agit de construire un système politique dont les valeurs, les institutions et les pratiques sont enracinées dans les réalités et les traditions intellectuelles africaines. Le professeur Nyamsi estime que les modèles exogènes ont échoué. Car, disons-le, ils ne sont pas adaptés aux réalités du continent et constituent des outils de domination, et le concept de méritocratie basé sur la loi égyptienne antique de Maat, prônant l'équilibre, la vérité, la justice, est ainsi proposé comme l'incarnation de ce nouveau paradigme. Il devient une alternative politique crédible. Cette approche est au cœur de sa défense des présidents de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Pour lui, la légitimité de ces présidents est interne, car elle est le résultat des mouvements endogènes des peuples, et non de l'approbation des puissances étrangères. L'expression est ainsi un appel à l'émancipation politique complète et un rejet de l'idée que l'Occident serait le seul à pouvoir définir qui constitue un gouvernement légitime. La méritocratie du professeur Nyamsi est une tentative ambitieuse pour construire un modèle politique africain alternatif. Elle s'appuie sur l'héritage spirituel de l'Égypte antique, Maat, pour proposer une gouvernance fondée sur des valeurs communautaires et une sagesse ancestrale en rupture avec les systèmes importés jugés inefficaces et aliénants. En résumé, la ventriloquie politique n'est pas une fatalité, elle est le symptôme d'une peur. Celle de perdre le pouvoir, l'argent, les privilèges et aussi la peur de la prison. Mais à force de verrouiller les successions, ces pouvoirs fragilisent leurs propres institutions et les peuples et la jeunesse africaine d'aujourd'hui ne sont plus dupes.
Ils savent lire entre les lignes et n'accepteront plus de se faire traire comme ce fut le cas dans les décennies passées. Alors j'ai une question pour vous. Et vous, chers décrypteurs, qu'en pensez-vous? Quel est selon vous le système politique qui serait mieux pour notre continent? Laissez-le en commentaire. Abonnez-vous, activez la petite cloche et on se reprend bientôt. Je vous dis à la prochaine.